Bonjour, bienvenue dans la série sur l'énergie du vide. Nous continuons sur l'utilisation des supernovas comme chandelle cosmique pour mesurer les distances. Alors, les supernovas de type 1A ont une propriété assez remarquable. Considérons leur luminosité au cours du temps. Donc on a le temps, la luminosité. Au début, on a l'explosion de la supernova, grimpe très vite. Puis on a un plateau avec une baisse de la luminosité quand elle s'éteint. La luminosité maximale est L0 et la durée de la supernova, la durée où elle est visible, est T. Et leur propriété remarquable, c'est que leur luminosité est liée à cette durée, qui est de quelques jours à quelques mois. La relation est absolument stricte. Et cette durée est facile à mesurer. Il suffit d'observer. D'où la détermination de leur luminosité absolue, et donc en comparant la luminosité apparente à la détermination de leur distance. Et donc, à partir de là, en comparant au décalage vers le rouge, on peut déterminer leur vitesse de récession et déterminer la constante, mesurer la constante de Hubble. À nouveau, il faut calibrer cette relation. Trop difficile à calculer. On ne sait pas calculer facilement cette relation. Mais cela peut se faire assez facilement pour les supernovas qui explosent dans des galaxies relativement proches, en comparant aux céphéides qui sont dans ces mêmes galaxies. Et donc on peut alors calculer avec précision cette relation. Notons que ce qui est mesuré est une durée T' et non pas T. C'est une durée apparente. Et en effet, cette durée est aussi affectée par la vitesse de récession, la vitesse mesurée. Ce n'est pas un effet relativiste, c'est un effet analogue à l'effet Doppler. Plus la galaxie, donc la supernova, s'éloigne, et plus le temps pour que la lumière nous parvienne augmente. Ce qui augmente la durée apparente de luminosité, parce que le début est reçu assez tôt, et la fin, quand elle s'est éloignée, est reçue plus tard, mais plus de temps pour nous parvenir. Cette relation est différente de celle reliant d'ailleurs T à la luminosité. Ce qui permet, et alors en plus, cette relation entre T et T' n'a pas besoin d'être calibrée. C'est simplement l'effet Doppler qui est très bien connu. Cela donne donc une mesure indépendante aussi de la vitesse de récession, la vitesse V à laquelle elle s'éloigne, et qui est en très bon accord avec le décalage vers le rouge, qui est logique puisque les deux sont liés à l'effet Doppler, du moins quand c'est pas trop près. Après, il faut faire intervenir le décalage vers le rouge cosmologique. Quand c'est pas trop loin, pardon. Par contre, cela confirme bien que le décalage vers le rouge cosmologique est bien dû à la vitesse de récession, d'éloignement de la galaxie, et pas à un phénomène alternatif, une hypothèse alternative, comme il y en a existé à une époque. On parlait de la lumière fatiguée, c'est-à-dire d'un phénomène qui n'avait jamais été observé au laboratoire d'ailleurs. C'était l'idée que la lumière perdait de l'énergie au cours du temps, tout simplement, et qu'elle devenait de plus en plus décalée vers le rouge, simplement le temps de son voyage, indépendamment de vitesse de récession ou d'expansion. Cette idée avait été lancée par des opposants à la théorie du Big Bang qui imaginaient un univers
statique et que le décalage vers le rouge des galaxies aurait été dû à un autre effet que l'expansion. Donc cela confirme l'expansion de l'univers de manière indépendante d'observation du décalage vers le rouge, ce qui est quand même une confirmation, on va dire, importante. Maintenant qu'on a une bonne chandelle cosmique, et ce jusqu'à des distances énormes, jusqu'aux confins de l'univers observable, on peut mesurer la constante de Hubble très loin, c'est-à-dire aussi dans le passé, puisque la constante de Hubble est constante partout, mais elle varie dans le temps. Et la lumière mettant des milliards d'années pour nous parvenir, ce qu'on mesure, c'est la constante de Hubble des milliards d'années dans le passé. Et on espérait ainsi observer, donc rappelez-vous les courbes au cours du temps selon les modèles de la constante, donc le diamètre de l'univers, on va dire, et les différents modèles, selon le paramètre de la métrique de Robertson, Walker, Friedman, Lemaître. Et donc on espérait pouvoir observer sur quelle courbe on se trouvait. Il fallait des mesures précises et à une époque où très lointaine pour voir une variation de la constante de Hubble. Et là, la surprise, ce fut de découvrir ceci. Une courbe plus grande qui, en se prolongeant, devrait même donner quelque chose qui grandit très vite. L'expansion est plus forte que l'on croyait, du moins à grande distance. L'univers subit une accélération de son expansion. Donc l'expansion, au lieu de ralentir, elle accélère. Et ça, c'est une grosse surprise. Ça a été confirmé indépendamment depuis. Alors, c'est tout à fait contre-intuitif. Parce que la gravité étant toujours attractive, on s'attend plutôt à un ralentissement de l'expansion. C'est comme la pierre que l'on jette en l'air. Au fur et à mesure qu'elle monte, elle ralentit. Même si on l'a lancée avec une vitesse énorme, qui lui permet d'échapper à l'attraction terrestre, par exemple, de partir dans l'espace, même comme ça, elle ralentit un peu en montant. Et là, c'était l'inverse, on observait une accélération. Alors, qu'est-ce qui provoque cette étrange accélération? Alors, malgré plusieurs hypothèses, on y reviendra, aucune réponse n'a encore été trouvée. On ne sait pas ce qui provoque cette accélération. Même si chacun y va de son hypothèse préférée. Alors, pour mieux comprendre, regardons de plus près l'équation d'Einstein. Alors, cette équation, c'est une des équations de la relativité générale qui relie la courbure de l'espace-temps au contenu en matière de l'univers. En fait, étant donné un certain contenu de matière, une étoile, un trou noir, on reparlera des trous noirs, une galaxie, etc., ou voire tout l'univers, on peut l'utiliser pour calculer la courbure de l'espace-temps. Et donc, par exemple, calculer ces modèles. La métrique de Robertson, Walker, Friedman, Lemaître est déduite à partir de là. Elle s'écrit très simplement. Je l'écris sous une forme un peu simplifiée. Je passe sur certains détails. G égale kappa fois T. Alors, c'est pas le même T que là, hein. Désolé, mais c'est le même symbole. C'est le symbole utilisé traditionnellement. Alors, G, c'est un objet mathématique qui décrit la courbure de l'espace-temps. C'est le tenseur de courbure d'Einstein, qui est une combinaison du tenseur de Ricci, que j'avais évoqué, et de la courbure scalaire. Kappa, c'est une simple constante. Constante qui est reliée à la constante de gravitation universelle de Newton.
Et T, c'est le tenseur énergie-impulsion qui décrit la matière. Il contient des valeurs, des différentes composantes, qui décrit l'énergie, la densité d'énergie de la matière, mc carré, plus l'impulsion de la matière, masse fois vitesse, pour des vitesses faibles, et, je ne vais pas noter P pour ne pas confondre, on va noter MV, même si il y a une petite correction relativiste, et des termes de contrainte, ou on peut dire aussi de pression. La pression dans la matière, comme la pression de l'atmosphère, de l'air. Comment on l'appelle d'ailleurs parfois aussi tenseur de contrainte. C'est un objet mathématique qui est très utilisé, même en physique classique d'ailleurs. Hein. Quand on étudie les propriétés mécaniques des matériaux, on utilise un tenseur dit de contrainte, qui est tout à fait ce tenseur-là. Sauf qu'ici, c'est la version relativiste. En général, le terme dominant dans cette équation, c'est la masse. Parce que l'énergie, la masse fois la vitesse de la lumière au carré, C étant très très grande valeur, 300 000 km par seconde, la vitesse de la lumière, et bien ce terme est souvent beaucoup plus grand que les autres. Du moins dans des conditions pas trop exotiques. Quand on parle par exemple des trous noirs, c'est plus du tout le cas. On n'est plus du tout dans ce cas. De même, quand on parle de l'univers dans sa globalité, on ne peut pas négliger des termes tels que la pression, par exemple. À cause de ses effets sur de très longues distances. Donc, et c'est ce qui explique que, au niveau classique, hein, la gravité de Newton, ce qui intervient, c'est la masse. Parce que dans des conditions plutôt calmes, soft, c'est la masse qui joue le rôle le plus important. On peut déduire cette équation à partir de la loi de gravitation universelle de Newton, qui est valable en champ gravitationnel faible, par exemple sur Terre, et avec des vitesses, des champs gravitationnels aussi qui varient lentement au cours du temps, et des vitesses des objets qui sont faibles, petites devant la vitesse de la lumière. On peut alors écrire cette équation sous une forme plus adaptée à la formulation relativiste et chercher une formulation relativiste de cette gravitation. Et en ajoutant quelques hypothèses très simples et hautement plausibles, on trouve l'équation d'Einstein. Notons que la masse est une grandeur positive, la vitesse de la lumière, c'est au carré, c'est positif, donc ceci, c'est un terme positif. Pour des raisons que je ne vais pas développer ici, la pression domine l'impulsion et est toujours positive aussi. Donc, les valeurs sont positives. Et cela conduit à une gravité toujours attractive. Toujours. Mais cette équation peut être complétée. Et ça, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.